Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 10e étape du Tour de France. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, ça va aller assez vite. On fera surtout le bilan des bleus courants au top, les bonnets d'âne et puis le débrief des différents classements. Je vous le dis déjà, je pense que cette vidéo va être courte parce qu'il s'est vraiment pas passé grand chose sur cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts juste après l'arrivée. Alors là aujourd'hui je fais qu'un short, je n'ai pas fait de TikTok parce qu'il n'y avait vraiment rien à dire déjà sur mon short. Donc je me suis dit un TikTok ça allait pas être très intéressant. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, et si vous voulez également soutenir mon travail, vous pouvez cliquer sur les miniatures dès que vous les voyez sur votre fil YouTube. Comme ça permet de mettre en avant la vidéo plus facilement. Bon, on commence tout de suite avec cette étape numéro 10. Bon, une étape numéro 10 qui a été... Vous avez bien aimé le Cher, ça a été calme, hein. Cette étape-là ne restera pas du tout dans les annales. C'était extrêmement calme, mais peut-être qu'un jour, ASO et l'UCI se diront faut faire quelque chose sur les étapes de plat. Parce que ça, en termes d'audience, c'est pas l'idéal, hein. Et puis je pense que surtout, là ça fait quand même la 3e étape de plat, 4e même étape des plats, où il ne se passe pas énormément de choses au final. Donc alors au moins sur 2 des 4, on a eu des échappées. Mais là, c'est vrai que toutes les étapes de plat depuis le début de ce Tour de France, c'est quand même extrêmement calme. C'est-à-dire que j'ai peur que jeudi et vendredi, il n'y ait pas grand monde devant la télévision, si c'est pour voir la purge que l'on a vue aujourd'hui. Autre truc magnifique, c'est de donner un prix de la combativité à un mec qui s'est relevé et qui n'a pas continué son échappée. Là aussi, du côté de Kobe Gousson, je pense qu'on aura peut-être presque pu le donner à Sandy Dujardin, mais on peut se poser la question également sur ce type d'étape. Est-ce qu'il faut vraiment donner un prix de la combativité tous les jours quand on a bien compris qu'aujourd'hui dans le peloton, l'objectif c'était d'arriver à Saint-Amand-Montrond, c'était un sprint et c'était pas vraiment de faire le spectacle. Là aussi, on peut se poser des questions du côté de ce prix de la combativité aujourd'hui, parce que Kobe Gousson, bon, il a fait une échappée de 15 km. Hein. Si on appelle ça maintenant une échappée de 15 km de la combativité, oh, c'est fantastique. Bon, le résumé de l'étape. Étape numéro 10. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose dans ce résumé de l'étape. On est sur la première heure de course à 37,1 km/h de moyenne. Le 1 est très important. Dans la Sologne, il ne se passait pas grand-chose. Alors, il y avait sur cette première heure de course, on s'est dit oui, c'est que les coureurs attendent vraiment Vierzon, Issoudun pour relancer le rythme. Sauf que ça ne s'est pas vraiment passé. Alors à 141 km de l'arrivée, on a cette fameuse attaque avec Van Gils, avec Kobe Gousson, avec Van Moer. Van Gils va en fait se relever, à un moment il va se retrouver avec Kevin Genietz et Madoise dans un deuxième groupe. Et puis en fait il n'y a que Gousson qui va réussir à passer en tête au sprint intermédiaire devant Van Moer. Et puis 3e Philipsen, 4e Guilhermet, 5e Gaviria. À 122 km de l'arrivée, tout le monde est repris. En fait, on comprend très bien que personne ne veut partir en échappée. À 120 km de l'arrivée, on va avoir un problème mécanique pour Vingegaard. À la sortie de Vierzon, ça sera Meintjes qui devra changer de vélo. Il y a eu quand même pas mal de crevaisons aujourd'hui. C'est passé un truc, c'est les crevaisons. Donc à partir de Vierzon, en fait, il n'y avait pas de vent, même si on était à découvert. Il y avait encore moins de villages en plus pour Franck Ferrand. Et puis à partir d'Issoudun, alors dans Issoudun, on a bien roulé à 70 à l'heure. Sauf qu'au final, le vent n'était pas suffisamment fort à la sortie d'Issoudun. Donc ça a juste créé de la tension pour les coureurs. Ça va quand même pas être une journée sans fatigue pour les coureurs, parce qu'il y a eu de la tension toute la journée, et là la fatigue nerveuse a été importante. Et je pense qu'il y a des coureurs qui ont vraiment souffert du côté de la fatigue nerveuse, mais c'est vrai qu'en termes de spectacle, on ne peut pas dire qu'on se soit véritablement régalé. Bon, vous l'avez bien compris, en fin de journée, il n'y aura toujours pas d'échappée, et c'est Alpecin qui va faire le bon boulot, Van Der Poel qui va emmener parfaitement pour Jasper Philipsen, qui s'impose avec une marge importante sur Guilhermet qui n'était pas hyper bien placé.
Ensuite, on retrouve à la 3e place à Carman devant Van Aert, avec Laporte qui avait fait du boulot pour aider Van Aert. Bon, du côté des sondages, je vous avais posé 2 questions aujourd'hui. La première, c'était combien de coureurs seront dans l'échappée? Bon, 0, 29%, donc vous aviez presque raison, on va dire. 1, 2, 26%, 3, 4 coureurs, 21%, pardon. 5 coureurs au plus, 25%. Et pour cette étape, le peloton va-t-il faire des bordures? Oui, à 63%, non à 38%. Oui, on pensait que le vent était plus fort sur la chaîne météo. Le vent était indiqué plus fort sur cette étape. Bon, note, 2 sur 20. Hein. Et encore, je suis gentil, j'aurais pu mettre vraiment 1, mais au moins il y a un sprint. En fait, là très clairement dans cette vidéo, je vais avoir pas grand chose à dire. L'étape a été d'une platitude sans nom. Il s'est absolument rien passé pendant la journée, vraiment rien. En plus, sur la dernière partie de journée, comme on passait dans des coins du Cher où il n'y a pas énormément de villages, il n'y a pas vraiment beaucoup de paysages, on a juste une séquence incroyable. Avec Louis XIV et sa cour qui était sorti écouter du violon. Mais sinon, il s'est absolument rien passé sur cette étape. On s'en souviendra, je pense, pas des masses. J'espère qu'on s'en souviendra pas, parce que sinon ça veut dire que les autres étapes ont été vraiment pas fantastiques. Après, c'est le cyclisme sur ce Tour de France. Si on donne pas des carottes aux coureurs, il y a un moment où on peut pas avoir de miracle. Que ça soit l'UCI ou ASO, à un moment il va falloir le comprendre. On s'aperçoit cette année que sur le Giro, on arrive à avoir des coureurs en échappée parce qu'il y a quand même une carotte. Il y a aussi des équipes qui sont beaucoup plus petits poussés que là sur ce Tour de France. Sur le Tour d'Espagne, je pense que ça sera la même chose. Sur certaines étapes, là vraiment, on voit qu'il n'y a pas d'intérêt à partir en échappée. Et il y a cette guerre aussi avec les points UCI. Comme il n'y a pas de points UCI à la moitié de l'étape, au niveau des sprints intermédiaires, c'est pas intéressant non plus. Donc c'est peut-être aussi à l'UCI d'agir pour que ces étapes-là soient plus dynamiques. Parce que là, c'est vrai que pour les téléspectateurs, c'était siestas. Moi qui ai regardé, et pourtant j'ai regardé que les 100 derniers kilomètres, mais je vais vous regarder les 100 derniers kilomètres à partir de Vierzon, dans le beau département du Cher, je me suis quand même bien ennuyé. Hein, on va pas se mentir. Bon, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté des bilans des Bleus, c'est pas fantastique encore. Alors, correct aujourd'hui, c'est Sam Bennett. 6ème place, un résultat qui est honorable pour Sam Bennett. Sur cette étape, surtout si on compare aux dernières journées. Nason fait un travail dans le bon timing. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand t'as pas un train complet, faut pas être devant. Donc Nason, il se met en 2e rideau. Il protège bien Bennett. Après Bennett, à 600 mètres de l'arrivée, il est pas mal. Il se fait un peu bousculer par Guermeil. Donc il perd une position à ce moment-là. Mais bon, tu vois qu'ils pouvaient pas aller chercher les 4 de devant. Hein, très clairement, les Philipsen, Guermeil, Ackermann, Van Aert, ils pouvaient pas aller les chercher, je pense. Gaviria peut-être, mais il est un peu loin de Gaviria au départ. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas grand-chose à se reprocher, Sam Bennett. Il y avait juste meilleur que lui sur ce sprint. Et surtout des coureurs qui avaient peut-être un peu plus de confiance et des équipes surtout plus solides. Donc c'est ce qui permet de faire la différence. Mais voilà, du côté de Sam Bennett, il n'y a pas grand-chose à se reprocher. Je rappelle toujours, les Bleus, c'est soit les coureurs français dans les équipes françaises ou étrangères, soit les coureurs étrangers dans les équipes françaises. Sinon, j'appellerais ça le bilan des Français, si c'était que les coureurs français. Mais ouais, là, Sam Bennett, il n'y a pas grand-chose à se reprocher. Ils font le bon job. Nason fait le bon job. À côté de lui, c'est juste que derrière, il se fait un peu manger à 500 mètres de l'arrivée. Puis après, derrière, il se fait un peu bousculer par Guermeil. Guermeil est dans la légalité. Hein. Ça s'appelle jouer des coudes et ça s'appelle un sprint. Mais c'est juste que derrière, Bennett, ça le gêne un peu dans son sprint et il part avec un temps de retard par rapport à ses adversaires, surtout avec des places de retard par rapport à ses adversaires. Du côté des flops aujourd'hui, c'est un peu les mêmes que lors des derniers jours. Cofidis,
Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a fait sprinter Zinglé, parce que Zinglé est 10e, Coquard est 13e. Donc je pense que l'objectif c'était d'emmener Zinglé. Ça s'est pas vraiment vu. Ou soit on a laissé Zinglé et Coquard jouer leurs cartes, mais alors ça serait stupide parce que très clairement c'est pas comme ça que tu arrives à obtenir des bons résultats en ayant deux sprinters qui coupent l'équipe en deux. Très clairement, Coquard, bon, l'a dit en interview, c'était samedi que c'était pas ça au niveau des jambes, que voilà, ça se passait pas bien du tout. Et du côté de Zinglé, bon, il avait même dit, Cédric Vasseur, il l'a dit, c'était dimanche soir, où Vasseur l'a dit, bon, on va peut-être changer les plans. Donc je me dis, c'est peut-être l'objectif que ça a été d'emmener Zinglé. Sauf que si Coquard est que 3 places derrière Zinglé, ça veut dire que là encore, on n'a pas réussi à se coordonner entre les deux coureurs. Ça commence à être un petit peu inquiétant. Alors après, Zinglé, techniquement, il est sur le départ. Mais on a l'impression qu'ils n'arrivent vraiment pas à se coordonner les deux. Qu'il n'y a vraiment pas vraiment de relationnel entre Zinglé et Coquard. Donc est-ce que ça se ressent dans le bus? Est-ce qu'il y a des tensions, on va dire, ou est-ce que les deux n'ont pas forcément d'atomes crochus? Peut-être, mais j'ai l'impression que sur les sprints, vraiment, ça se passe pas correctement entre les deux. Je sais pas si c'est la faute de l'un, la faute de l'autre, ou si c'est vraiment les deux qui n'arrivent pas à s'en sortir. Je rappelle, moi, Pasqualone, Christophe, ça matchait pas. Pasqualone, il a très bien fait avec Milan derrière. Christophe, il a encore eu des résultats avec d'autres poissons pilotes, mais avec Pasqualone, vraiment, ça ne marchait pas. Donc, est-ce que c'est le même problème entre Zinglé et Coquard? C'est une question qu'on peut se poser. Et puis, Arnaud Démarre. Chez Arkea, là, aujourd'hui, on était un peu moins en place. Et de toute manière, Arnaud Démarre n'a pas confiance. Hein, pas confiance, pas les jambes. Donc, c'est compliqué. Hein. Parce qu'aujourd'hui, là encore, c'est Capiot qui est le meilleur coureur de Arkea. Devant Démarre, qui font 22 et 23. Tu vois qu'il y a quand même eu un problème. Et Maclay qui fait 25. On n'arrive pas à faire un train de qualité. Je trouve, par exemple, que Mozzato n'est jamais là, Mozzato. Ce qui est quand même marrant, parce que Mozzato, c'est un mec qui a une bonne pointe de vitesse, mais on le voit jamais, quasiment Mozzato. On le voit très loin de l'arrivée. Pas forcément en poisson pilote de Démarre. C'est Maclay qui est poisson pilote, sauf qu'on voit que ça marche pas. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être essayer avec Mozzato. Mais là, c'est compliqué, hein, les sprints pour Arkea. Pour l'instant, on n'arrive pas à se trouver, on n'arrive pas à être organisé, on n'arrive pas à être en place. Donc, c'est un peu un calvaire ce Tour de France pour Arnaud Démarre. Et calvaire est peut-être un mot un peu gentil, encore. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, aujourd'hui, Philipsen. Mais c'est là où tu vois que même si tu es un bon sprinter, si tu n'as pas un train qui est bien en place, aujourd'hui, et même c'est le cas depuis 3-4 ans, si ton train est pas fonctionnel, ça peut pas le faire. Philipsen, jusqu'à maintenant, son train n'était pas en place. On l'avait vu notamment, c'était lors de... Alors à Turin, il ne peut pas sprinter. À Saint-Vulbas, où il se retrouve avec Van Der Poel qui fait un effort de 10 mètres et qui explose complètement. Et il n'avait pas le train qui était fonctionnel. Et non, c'était pas à Saint-Vulbas, c'était le sprint d'après. Parce qu'à c'était à Saint-Vulbas qui fait un effort de 10 mètres. Et ensuite, il suit Cavendish, mais il part avec un temps de retard. L'étape d'après, là encore, ça ne marche pas encore correctement. L'étape de Colombelles des Églises, il y a un temps de retard, ça se passe pas correctement, tout n'est pas huilé. Ce qui faisait la force l'année dernière de Philipsen sur le Tour de France, c'est son train. On en avait parlé, j'avais dit, putain, Van Der Poel faisait 80% du boulot. Donc après, Philipsen, il avait juste à conclure. Philipsen a suffisamment de talent pour conclure. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas ce travail-là qui avait été effectué par Van Der Poel. Ça a été la différence aujourd'hui. Van Der Poel fait parfaitement le job. Et quand Van Der Poel fait parfaitement le job, Philipsen a juste à conclure. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, est-ce que Van Der Poel il s'est fait un petit peu tirer sur les oreilles lors de la journée de repos? C'est peut-être ce qui s'est passé. Mais là, on voit que le train Alpecin était beaucoup plus en place. Je pense même pas seulement Van Der Poel, les coureurs d'avant. Le train était plus en place. Ils sont sortis à peu près au bon timing.
Et du côté de Philipsen, c'est ce qui fait la différence. Quand ton train n'est pas bon, enfin, le sprint, je dirais, c'est un sport collectif, vraiment. C'est-à-dire que si les éléments d'avant font pas le bon job, toi, t'es l'attaquant de l'équipe. Si les mecs arrivent pas à garder le ballon, arrivent pas à t'envoyer les ballons, tu peux pas faire grand-chose. Et c'est ce qui s'est passé avec le Portugal et Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il a dû recevoir 4 ballons dans le match. C'est sûr qu'avec 4 ballons, c'est quand même compliqué d'être efficace devant le but. Bah là, Philipsen, jusqu'à maintenant, les ballons n'arrivaient pas totalement jusqu'à lui, ou la passe était un peu molle, où la passe n'était pas bonne, ou parfois il ratait son contrôle. Et bien là, il a réussi à tout mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'il avait un petit temps d'avance quand même sur ses adversaires. Grâce à Van Der Poel, c'est le travail de Van Der Poel qui permet à la fin à Philipsen de gagner. Contrairement au sprint où Cavendish s'impose, et pour moi Cavendish quand il s'impose c'est vraiment dû qu'à son travail personnel et à son expérience. Guilherme à Turin c'est aussi grâce à lui tout seul parce que son équipe ne l'aide pas. Là du côté de Philipsen il a fallu une belle équipe, une belle formation. Et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui lui permet de s'imposer aujourd'hui. Donc belle victoire de Philipsen, la 7e sur le Tour de France. Pour le coureur belge. On verra si maintenant ça va lancer une série de victoires. Il y a encore 2 beaux sprints cette semaine, jeudi et vendredi. Et si ça va nous faire un beau match pour le maillot vert, parce qu'il a repris quelques points aujourd'hui à Biniam Girmay grâce au sprint intermédiaire et au sprint à l'arrivée. Deuxième coureur top, Ackermann. Troisième aujourd'hui, Ackermann, le coureur d'Israël. Je trouve que Israël est plutôt bien en place jusqu'à maintenant. Alors il manque un peu de monde autour d'Ackermann dans les 2 derniers kilomètres, mais je dirais que jusqu'à 2 km de l'arrivée, l'équipe fait plutôt du bon boulot. Il est plutôt bien entouré, Ackermann. C'était encore le cas aujourd'hui, notamment dans la descente vers Saint-Amand-Montrond. C'est bien en place autour de lui. Donc vraiment, ça c'est bien. Ça lui permet d'économiser de l'énergie, forcément dans cette phase-là, parce que comme il est bien entouré, il est moins obligé de frotter. Surtout, il consomme moins d'énergie que ses adversaires. Après, du côté d'Ackermann, ce qui lui manque, c'est un peu de monde dans les 2 derniers kilomètres. C'est ce qui fait la différence par rapport à Philipsen, par rapport, même je pense là aujourd'hui il gagne devant Van Aert, mais ce qui aurait pu faire la différence par rapport à Van Aert, c'est qu'il manque un peu de personnel autour de lui. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut travailler et qu'il n'a pas véritablement de poisson pilote, Ackermann. Il se sert des trains des adversaires dans le dernier kilomètre pour lancer son sprint, et forcément quand tu fais ça, tu as plus de chances de te faire enfermer. Mais je trouve que l'Allemand fait un Tour de France qui est tout à fait honorable jusqu'à maintenant. Alors il manque la grande victoire, mais bon, il y a encore 2 étapes cette semaine, et puis on aura également des belles, l'étape de Nîmes également où on pouvait aller chercher la gagne. Mais je m'attendais pas à ce que l'Allemand soit à ce niveau-là, parce que c'est vrai que par exemple le 4 jours de Dunkerque, ça avait été c'était hyper mal organisé. Israël sur les 4 jours de Dunkerque, c'était une catastrophe. Et c'est vrai que ça m'avait un peu inquiété à ce moment-là, sur les capacités d'Ackermann à aller gagner des sprints. Mais c'est vrai que c'est à Abdil, lors de la première étape des 4 jours de Dunkerque, ou c'était la deuxième étape, je ne sais plus. Oui, c'était la deuxième étape parce que la première étape arrivait au Touquet. C'était la deuxième étape qui arrivait à Abdil, où Ackermann, malgré le fait que c'est lancé comme de la merde, arrive à faire un résultat, arrive à faire un podium d'étape aussi. Donc peut-être que là, Ackermann, ça va lui donner de la confiance. Les jambes ont l'air d'être pas mal, donc intéressant pour le coureur allemand. Et puis je termine avec Girmay. C'est pas une si mauvaise journée que ça quand même pour Biniam Girmay. Surtout quand tu vois la physionomie du sprint. Il est quand même 6-7 à la sortie du dernier virage. Il est vraiment loin à 3 km de l'arrivée. À 3 km de l'arrivée, il est au moins au-delà de la 15e place. C'est sur cette phase-là, je pense, entre 5 et 3 km de l'arrivée, 2 km de l'arrivée, où du côté d'Intermarché, ils n'ont pas réussi à trouver l'ouverture, où il n'a pas réussi à trouver l'ouverture pour être un peu plus proche. Ensuite, il arrive à trouver la roue de Philipsen, mais il a déjà consommé pas mal d'énergie pour retrouver la roue de Jasper Philipsen. Puis surtout, dans le final, il perd la roue dans les virages, peut-être un peu moins bon dans la prise de courbe, dans la technique sur le vélo que Philipsen et que d'autres coureurs. Donc il perd la position. Alors après, il fait un bon sprint, il joue un petit peu d'écoute avec Bennett, ça lui consomme un petit peu d'énergie, mais il ne peut pas battre Philipsen, parce que Philipsen, son équipe, elle ne fait pas d'erreur, et il aurait fallu qu'il soit dans la roue. S'il était dans la roue de Philipsen tout de suite, au moment de lancer le sprint,
peut-être qu'il y aurait eu match, hein, parce que Philipsen n'était pas encore impérial aujourd'hui, je pense, dans ses capacités de sprinter. Mais le problème de Girmay, c'est qu'il est trop seul, on va dire, enfin qu'il est trop loin, pardon, entre 5 et 3 km de l'arrivée. Et c'est là où il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus haut pour encore une fois consommer moins d'énergie et réussir à sortir un gros sprint. Voilà, du côté de Girmay, malgré tout, il ne perd que 20 points aujourd'hui. Il a encore 74 points d'avance pour le moment, Girmay, donc 74, tu peux encore voir venir, parce que je rappelle que 74, c'est encore plus qu'une victoire avec un sprint intermédiaire sur une étape de plat. Mais ça veut dire quand même qu'il ne va pas falloir oublier qu'il reste encore 4 sprints potentiellement, et que 4 sprints ça fait des points UCI, et qu'il y a tous les sprints intermédiaires en début de journée également sur les étapes de plat, et ceux-là il ne va pas falloir les rater non plus. Du côté de Binyam Girmay, ce qu'on peut regretter du côté d'Intermarché, c'est peut-être la stratégie de Kobigusson, mais en même temps ça a été intéressant la stratégie de Kobigusson, parce que Philipsen n'a pris que la 3e place, et ce qui fait que l'écart de place faisait moins de points que si... en fait, Philipsen fait 3, Girmay fait 4. Mais si Philipsen avait fait 1 et Girmay avait fait 2, il y aurait eu un écart de points plus important et Philipsen aurait repris plus de points. Donc je pense que c'était pas si bête que ça de la part de Kobigusson. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. 2 bonnets d'âne seulement aujourd'hui, parce que, encore une fois, pas grand chose à dire sur cette étape, vraiment, je me suis ennuyé. On commence avec Mark Cavendish. Du côté de Mark Cavendish, aujourd'hui, on ne le voit quasiment pas sur le sprint. Ils sont plutôt en 2e épaisseur, mais pas trop mal placés, genre à 10 bornes de l'arrivée. Mais vraiment, sur la fin, il est loin. Il est déjà à 3 bornes de l'arrivée. Il est derrière Girmay. Il est tout au fond de la boule des sprinters. Donc là, forcément, tu sais que c'est mort pour lui. Du côté de Mark Cavendish. Après, on peut quand même se poser une question du côté du Britannique, c'est est-ce qu'il a encore la motivation, Mark Cavendish, parce que c'est vrai que techniquement, il a battu le record d'Eddy Merckx. On sait très bien qu'il va prendre sa retraite à la fin d'année. En plus, Morkov a annoncé qu'il prenait sa retraite. Donc, Cavendish, il a déjà prolongé d'1 an pour aller chercher le record. Donc, est-ce qu'il a encore la motivation? Parce que il a tout réussi maintenant dans sa carrière, Cavendish. Et puis il n'ira pas aux Jeux Olympiques, donc ça, le titre olympique, il ne l'aura pas. Bon, l'année où il pouvait l'avoir en 2012, ça s'était pas bien goupillé pour lui. Donc désormais, Cavendish, finir le Tour de France, l'intérêt est quand même plus personnel de se dire je finis le Tour de France, ce qui fait qu'à Nice, je pourrais peut-être avoir une grande acclamation sur la promenade des Anglais en plus. Ça peut être peut-être mon jubilé ce jour-là, mais au final, sur les sprints, est-ce qu'il a envie vraiment de prendre tous les risques, quitte à se péter une clavicule et à abandonner le Tour de France sur blessure? Est-ce qu'il n'a pas juste envie de finir Cavendish, et peut-être que dans ce cas-là, il prend moins de risques? Peut-être aussi qu'il y a un peu moins la motivation. C'est difficile de se remettre dedans quand tu as tout gagné. Parce que Cavendish, aujourd'hui, maintenant, il a tout gagné, Donc c'est pas forcément évident, et je pense que là aujourd'hui, peut-être que le mauvais placement et tout ça, c'est peut-être plus dû à tous ces facteurs-là qu'à une condition physique qui serait pas exceptionnelle. Parce que je pense que la condition physique, il l'a Cavendish. Le problème, c'est la motivation. Encore une fois, c'est comme si... c'est comme un leader sur un Tour de France qui sait qu'il peut plus jouer le général et qui sait qu'il n'a pas les jambes pour aller chercher les étapes. Je peux te dire que la fin de Tour de France, elle est compliquée pour lui. Là, Cavendish, il a battu le record. Donc il a tout fait, en fait. Il a tout gagné. Donc c'est difficile de repartir, de se remettre dedans. C'est pas évident du côté de Cavendish. Et puis en plus, Astana a réussi l'objectif aussi. Parce que si encore ton équipe a un autre objectif, je sais pas, notamment leader du général, ou d'aller faire un autre résultat, ou... Donc Cavendish repartirait en tant qu'équipier, aider d'autres leaders. Et là, c'est pas vraiment le cas, en plus, autour de Cavendish. Donc, pas évident pour le coureur britannique. Et puis je termine avec Deli. Ça fait 2 jours d'affilée qu'il est en flop, Deli. Aujourd'hui, le sprint, déjà d'habitude, il est pas bien placé. Mais alors là, c'est le problème en fait de la Lotto, c'est qu'il le laisse seul dans le final. Il se retrouve quand même très vite seul, Arnaud Deli. Parce qu'il manque un poisson pilote,
C'est vrai qu'on en parlait un petit peu dans les commentaires, certains me disaient oui, mais ces poissons pilotes en fait ils sont blessés, et c'est vrai. Ces poissons pilotes sont blessés, donc il lui manque du monde autour de lui, parce que là on voit bien que le problème c'est un poisson pilote. S'il a quelqu'un à 1 km de l'arrivée dans les 500 derniers mètres, c'est quand même plus facile. Sauf qu'Arnaud Dédy, jusqu'à maintenant, il est obligé de se débrouiller seul. Parce qu'en fait, l'un des hommes importants au final autour de lui, c'est Campenart. Sauf que Campenart, c'est pas un poisson pilote. Donc Campenart, il le dépose à 2 bornes. Et après, il faut réussir à se débrouiller seul. Ce qui n'est pas forcément là où Dédy, je pense, est le meilleur. Et donc, ce qui fait que là, sur ce sprint sur le plat, ça a été compliqué parce qu'il est mal placé. Donc, ce qui fait qu'il ne peut même pas véritablement sprinter, Arnaud Dédy. Donc ça, c'est dommage. Voilà, c'est dommage pour le coureur belge. Bon, maintenant, on espère que ça ira mieux sur d'autres étapes, notamment, pourquoi pas des étapes vallonnées, je pense, jeudi prochain, je crois. Pas le jeudi de cette semaine, le jeudi de la semaine prochaine. Mais oui, sinon, ça sera un peu... Ça sera correct, mais sans plus. Voilà, son Tour de France. Sinon, Arnaud Dédy. Ça sera correct, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre un petit peu mieux du côté du coureur belge. Bon, comme je vous avais dit, vidéo courte, donc on passe tout de suite aux différents classements. On regarde tout de suite les différents classements. Le classement de l'étape, avec la victoire de Philipsen devant Germain Ackermann. Wout van Aert qui prend une belle 4e place devant Gaviria, Bennett. On retrouve ensuite Degenkolb, c'est pas Jacobsen qui a sprinté, Bauhaus, Groenewegen et Zinglé. Premier français de cette étape. Du côté du maillot jaune, pas de changement dans le top 10 avec Pogacar devant Evenepoel, Vingegaard, Roglic, Ayuso, Almeida, Rodriguez, Landa, Dergi, Jorgensen. Vous avez Yates qui gagne une position. Alors qui a relâché sur la fin? C'est Vlasov. Voilà, c'est l'abandon de Vlasov tout simplement, qui fait que tout le monde gagne une place. Donc ce qui fait que désormais Guillaume Martin est 22e au classement général à 7 minutes 41. Voilà, sinon quasiment pas de changement du côté du maillot vert. Eh bien Guilherme a un peu moins d'avance désormais sur Philipsen. C'est 74 points d'écart contre les 96, 98, je sais plus qu'il y avait ce matin. On a ensuite Jonas Abrahamsson, Anthony Turgis, Gaviria 5e, et puis Brian Cocard de Lidemar, Groenewegen, Vauquelin dans ce top 10 toujours. Du côté du classement de la montagne, pas de changement vu qu'il n'y avait pas de points en jeu. Abrahamsson devant Pogacar, Madouas, Vingegaard et Evenepoel. Du côté du maillot blanc, là encore pas de changement sur cette étape. Pas de modification du classement aujourd'hui. Et puis du côté du classement par équipe, là encore, il n'y a pas eu de modification, ce qui fait que la première équipe française est toujours Decathlon, avec la 12e place, et que la première équipe, c'est UAE devant Soudal et Ineos. Bon, nous on se retrouve demain, j'espère qu'il y aura un petit peu plus de spectacle du côté du Lioran. Présentation de l'étape 7h, débrief entre 21h et 22h. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.